Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, dans le débrief, nous décryptons les mots qui ont fait l'actualité cette semaine. Reconnaissance du rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la paix en Afrique, ce qu'a affirmé Nasser Bourita après l'élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, une phrase qui lie et qui dit diplomatie, stabilité et ambition continentale. À Madrid, les tensions politiques autour du Sahara marocain refont surface. À Rabat, on parle reconstruction après les intempéries. Et dans le sport, on parle coordination et intelligence collective. Et puis, à l'international, Washington et à Paris, on parle contrôle du vote et conquête du pouvoir. Bref, des mots différents, mais un même fil rouge, stabilité, souveraineté, gouvernance. Que révèlent les déclarations phares de la semaine, du moment politique que nous traversons? Décryptage avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à Madame Boutaina Ben Salem, professeure d'histoire en sciences politiques. Bonsoir, professeur Ben Salem, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Et un plaisir renouvelé d'accueillir aussi mon confrère, il est rédacteur en chef à Radio Mars, Amine Bellouk. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et bien sûr, nous allons parler politique avec nous le politologue et professeur de droit à l'Université de Rabat, professeur Mostafa Sami. Bonsoir. Bonsoir. Mercredi, le Maroc a été élu au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Sur ce, nous allons revenir sur les déclarations à l'issue de cette élection de notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Je le cite, l'élection du Maroc au CPS de l'UA constitue une forte reconnaissance du rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le maintien de la paix et de la stabilité en Afrique. Mostafa Sami, peut-être un rappel historique du rôle du Maroc et à travers la personne de Sa Majesté le roi, du maintien de la paix dans notre continent. C'est le troisième mandat du Maroc au sein du Conseil de paix et de sécurité, qui est un organe particulier de l'Union africaine. Il y a eu deux autres mandats précédents, c'était 2018-2020, immédiat dans les mois qui ont suivi la réintégration par le royaume, donc de sa réintégration au sein de la famille africaine, et également de 2023-2025, c'est intéressant. Et maintenant, donc, nous avons un mandat de 2 ans pour la période 2026-2028. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un conseil qui s'apparente par bien des traits à la place et au rôle du Conseil de sécurité au sein des Nations Unies. Ce Conseil de la paix et de la sécurité, il a quelles attributions? La prévention des conflits, les missions de paix, la possibilité donc d'intervenir et de peser dans les conflits qu'il y a en Afrique, vous le savez, et veiller à la préservation de la paix et de la sécurité dans le continent. Et sur ce plan-là, le Maroc, il a un bagage. Il a une influence, il a une crédibilité. Toute la politique étrangère du Maroc se distingue par quoi? C'est une politique de paix. Mais de paix, de stabilité, de sécurité, de développement. Et de neutralité aussi. Et de neutralité, c'est-à-dire le Maroc ne règle pas des comptes. Le Maroc donc intervient, il a aucun conflit territorial avec tel ou tel pays africain, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, du pays voisin. Je dois le dire qu'il y a des contentieux avec 6 pays frontaliers. Tunisie, Libye, les pays sahéliens, etc. C'est extrêmement important. Le Maroc est également producteur de paix, c'est-à-dire que ce n'est pas une politique aseptisée, prenant un discours, j'allais dire, de style UNESCO, en disant le rapprochement des peuples, la culture, etc. C'est un discours qui est pour la paix, mais de manière activiste, avec un certain nombre d'initiatives, soit pour des médiations, notamment à travers un certain nombre de pays africains, soit pour faire porter la bonne parole. J'ajoute qu'en diplomatie comme en politique, il y a des saisons, il y a un momentum. Momentum, c'est quoi? C'est que le 29 janvier dernier, donc voici pratiquement 2 semaines, le Maroc, en la personne de notre ambassadeur aux Nations Unies, Amar Hillel, a été élu à la présidence de la commission de la consolidation de la paix, qui est extrêmement importante. Donc voilà, quelque chose qui atteste que nous sommes dans une équation valorisante où la capitalisation d'actions diplomatiques depuis des décennies porte ses fruits.
Alors, ça tient à une action diplomatique, et vous savez que Sa Majesté le Roi a la haute main sur, entre autres, sur cette question régalienne de la diplomatie. C'est suivi avec des initiatives, etc. Et je crois que c'est également, ça ne suffit pas. Il y a aussi l'engagement personnel et qualité propre du souverain, je me permets de le dire. C'est-à-dire qu'il est apprécié, salué à l'international pour son leadership personnel. Il intervient quand il faut intervenir pour des situations qui méritent la paix, la justice, etc. On le voit au Moyen-Orient, on le voit pour la Palestine, ailleurs, etc. Leadership également politique et leadership diplomatique. Et puis ce qu'il y a aussi derrière tout ça, c'est un Maroc. C'est la parole du Maroc est une parole qui porte parce qu'il y a la crédibilité d'un bilan de réformes, de mesures et d'initiatives internationales, notamment pour ce qui est de la coopération sud-sud en Afrique. C'est intéressant parce que quand vous parlez de réforme et que vous parlez du style de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans cette diplomatie qu'il veut pour l'Afrique, il est très similaire aussi aux réformes initiées par le souverain pour le Maroc. Je m'explique. Le souverain, depuis son accession au trône, met l'humain au cœur des politiques publiques, au cœur des stratégies, voire même sectorielles. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'humain aussi est mis au cœur de la diplomatie marocaine. En d'autres termes, le Maroc aussi, pour prévenir, comme vous le disiez, et maintenir la stabilité et la paix, a toujours prôné un discours de développement pour la paix. Et dans ce sens-là, Nasser Bourita d'ailleurs l'a rappelé que, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, la paix et la stabilité ne peuvent exister sans développement. Vous avez raison de le relever, c'est la place, évidemment, et le rôle du souverain, vous l'avez dit, mais c'est également l'action qui est menée. Le Maroc est un stabilisateur de paix. J'y ajoute un élément que vous avez évoqué, c'est la finalité de ces politiques. Moi, j'ai une formule qui est risquée, mais que je livre aux téléspectateurs. Nous avons en politique africaine en particulier, une sorte de prolongement de l'INDH au plan intérieur. Exact. C'est-à-dire l'individu. C'est-à-dire, et c'est quelque chose, et c'est conceptuel, c'est-à-dire il y a dans la démarche royale quelque chose, l'INDH a 20 ans, vous avez vu le travail extraordinaire qui est fait par l'INDH depuis plus de 20 ans. L'INDH pour l'Initiative nationale de développement humain. Alors, ça se vérifie également dans la projection continentale en particulier, la coopération sud-sud bien sûr, mais toute l'aide et l'assistance apportée par le Royaume à un certain nombre de peuples frères africains dans des circonstances particulières. Inondations, déplacements, hôpitaux de campagne. Opération de maintien de la paix. Rappelons que nos soldats opèrent aujourd'hui. J'y viens. 3 millions de vaccins pendant Covid qui ont été donnés aux pays africains, frères, c'est extrêmement important. Sans oublier des programmes spécifiques bénéficiant aux petits agriculteurs avec tout ce que fait l'OCP, sa politique phosphatière et d'engrais, la formation professionnelle, etc. Donc il y a là une vision qui est intéressante, c'est-à-dire en dernière analyse, vous savez, quelle est la légitimité de la politique, au-dedans et à l'international en particulier? C'est l'amélioration des conditions de vie, de travail des citoyens. C'est ça le fondement de légitimité des politiques publiques. Sinon, à quoi ça sert? Donc il y a ce souci-là, et alors c'est suivi évidemment par un certain nombre d'organismes, c'est optimisé. Et des fois, la difficulté, je me permets une remarque incidente, la difficulté pour les politiques publiques des différents gouvernements, c'est de s'aligner comme il se doit sur cette conception royale. Très bien. Et rappelons aussi, je voudrais clore ce chapitre de l'élection du Maroc au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine avec cette troisième verbatim de Nasser Bourita grâce à son expérience acquise lors de ses mandats précédents au sein du CPS de l'UA. Le Maroc est aujourd'hui en mesure de renforcer son action et de contribuer positivement à la sécurité et à la stabilité de l'Afrique. Fin de citation, ça conforte ce qu'on disait. Comment se construisent les coalitions au sein du CPS? Alors, elles se construisent évidemment suivant des votes au sein de cette instance. C'est une instance qui comprend 15 membres. Oui. 15 membres, donc il y a un renouvellement qui se fait par zone géographique suivant des modalités particulières. Et sur ce plan-là, la voix du Maroc, elle compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une crédibilité, c'est extrêmement important. Il y a aussi une part de mobilisation de la diplomatie marocaine
Et puis finalement, quelles que soient les nuances, voire les contentieux pouvant exister entre un certain nombre de membres du comité de paix et de stabilité et le Maroc, notamment pour ce qui est d'un certain nombre de pays sur la question nationale, mais on ne va pas y revenir, il y a malgré tout une voie de raison, une voie de paix qui l'emporte. Un mot encore pour cette élection, si vous le permettez, du Maroc au comité de paix et de sécurité pour un mandat de 2 ans, ça fait 2026-2027. Je voudrais noter avec vous qu'en 2028-2029, il est question de nouvelles élections de membres au Conseil de sécurité et géographiquement... Membres non permanents. Oui, on pourrait aspirer un jour peut-être à être membre permanent. Et c'est le tour du Maroc, dans le cadre de la rotation géographique, de candidater et de se positionner très favorablement dans le cadre de cet agenda. Et en faveur de la paix. Toujours. Si vous n'avez rien à ajouter, on peut clore ce chapitre. Professeur Ben Salem, peut-être un complément d'information. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit mon collègue. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans les bouleversements qu'on voit dans le monde, c'est souvent des politiques étrangères très opportunistes, très pragmatiques. Le Maroc est très pragmatique, mais en même temps, sa diplomatie porte des valeurs humaines. Et c'est ce qui le démarque des autres. Et ça, je pense que mon collègue l'a bien souligné. C'est ce côté où il vient porteur d'un pragmatisme, donc il y a beaucoup de travail, mais c'est aussi les valeurs humaines, comme vous l'avez bien dit, il est en train d'essayer de développer les relations humaines et puis d'aider les autres. Et ça aussi, ça rejoint sa profondeur dans l'Afrique. Ce n'est pas un pays étranger qui vient de l'Occident, c'est un pays africain qui travaille pour l'Afrique aussi. Alors, puisque vous parlez d'opportunisme, parce que l'opportunisme c'est bien aussi parce que ça apporte des investissements dans des pays tels que le Maroc, ce qui nous mène à cette délégation américaine qui était donc en visite dans les provinces du Sud et plus précisément dans la région de Dakhla Ouad Dahab. C'est une visite de prospection pour explorer les opportunités d'investissement qu'offre cette région, très riche à plusieurs égards. Cette délégation américaine a été conduite par le maire de Great Neck, M. Pedram Bral, et donc qui a fait d'ailleurs une déclaration à l'issue de cette visite qui est assez intéressante. On s'arrête dessus. Donc d'abord, pourquoi ils sont là? Pour explorer les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs porteurs, notamment celui de la santé. Oui, au fait, ce qui est intéressant avec Great Neck, c'est que c'est un ensemble de villages dans les États-Unis qui est très très riche comme partie. Et puis, le fait qu'ils fassent un jumelage avec les provinces du Sud et puis qu'ils essayent d'investir, ça montre vraiment que les États-Unis voient le Maroc comme un partenaire extrêmement stable, comme un partenaire sur lequel ils peuvent compter, et ça c'est très important. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le voient aussi comme une plateforme vers l'Afrique. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit que le Maroc est une véritable porte d'entrée, si on peut voir la deuxième déclaration de Pedram Bral, une véritable porte d'entrée vers l'Afrique qui jouit de la sécurité et de la stabilité nécessaires pour accueillir les grands projets de santé à dimension continentale. Et on insiste sur la santé. Surtout que cette région-là n'est pas connue pour une industrie ou pour vraiment s'intéresser à la santé. Donc le fait qu'ils s'intéressent à ce projet-là avec le Maroc prouve que vraiment il y a des ambitions qui sont très grandes et il y a une construction d'avenir très intéressante dans des projets conjoints pour le Maroc, pour l'Afrique et pour les États-Unis. Et ça, je pense que c'est un excellent signe de la bonne santé des relations du Maroc avec les États-Unis. Ajouter sur cette même ligne ceci, c'est un partenariat, une coopération de collectivités territoriales qui vient doubler la coopération institutionnelle, interétatique, etc. Et je crois que c'est un champ immense d'opportunités d'investissement que celui des collectivités territoriales. Exact. Et surtout pour un sujet aussi central aujourd'hui avec la généralisation de la protection sociale et médicale au Maroc, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire. Un complément d'information, Amine Birouk? On parlera d'un terreau fertile parce qu'on peut parler de taux de croissance dans les provinces du Sud qui est supérieur aux autres provinces du Royaume. Exact. Le fait qu'aujourd'hui elles sont à la pointe du développement humain, on parle de terrains de sport, on parle de bibliothèques, on parle d'hôpitaux, on parle de start-up, d'ouverture
sûr pour l'investissement parce qu'on va investir sur le tourisme davantage, notamment dans la région de Dakhla. Et on pense qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'offrent au niveau territorial, via la région, via les collectivités territoriales. Et c'est peut-être beaucoup plus important parce que ça permettra aux citoyens dans les provinces du Sud de se prendre en charge à ce niveau-là. Et là, on comprend mieux aussi ce changement et ce shift à 180 degrés des investisseurs américains qui suivent un peu aussi l'administration, les pas de l'administration, en sachant que l'administration, à travers leur agence de développement, a aussi l'administration américaine, bien naturellement, avec l'administration Trump, ont décidé de débloquer des fonds pour investir dans les provinces du Sud. C'était tout récent. Ça balise un périmètre et ça sécurise des investissements. Tout à fait. Voilà les leçons. Ça encourage aussi le secteur privé à venir avec des capitaux privés. Et puis il y a des appels d'air. C'est une région qui est stable, c'est une région de paix. Et il y a une opportunité d'ouverture vers l'Afrique via le Guerguerat, via le port de Dakhla. Et aujourd'hui, je pense que dans le mindset des Américains, business is business. Et si on peut investir sur l'humain également, c'est quelque chose de très important. Exact. Alors, business is business. Là, on va peut-être aller en Espagne pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce business entre les deux partis, le parti au pouvoir et l'opposition, le parti populaire, et cette sortie quand même à bâton rompu du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, qui déclarait que le Parti populaire a envoyé des émissaires au Maroc pour soutenir en catimini la position du gouvernement de Pedro Sánchez sur le Sahara, tout en la critiquant publiquement ici. C'est intéressant de voir que notre cause nationale est aussi un sujet d'opposition dans un pays voisin. Surtout en Espagne. Surtout en Espagne. Pourquoi, professeur Ben Salem? D'abord, on a une histoire spéciale avec l'Espagne. Hein. Il y a l'Andalousie, il y a après eux qui sont venus du temps du protectorat, il y a des relations familiales, mais il y a aussi beaucoup de rivalité. Leur position avant Sanchez, elle n'était pas favorable à notre proposition sur le Sahara. Et donc maintenant, avec il faut le dire aussi, il faut dire que Pedro Sánchez, il a eu une position courageuse quand même et très pragmatique d'établir des relations beaucoup plus profondes avec un pays voisin parce que l'avenir, il appartient aux deux pays. On ne peut pas rester rivaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été très critiqué par le Parti populaire et critiqué au Parlement, critiqué dans les journaux. Il y a eu toute une campagne contre lui et contre sa position. Et c'est ce qui fait que, c'est un peu un coup de gueule du ministre des Affaires étrangères qui leur dit, bon, c'est vrai, publiquement, vous nous critiquez, mais derrière les couloirs, vous essayez d'établir des relations avec le Maroc, comme nous, hein, des plus profondes. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les élections qui arrivent. Donc, le Parti Popular aussi, il est dans cette projection il va venir au pouvoir. Donc là, il profite parce qu'il joue sur une communication anti-marocaine parce que ça rassure une partie de son électorat conservateur, mais en même temps, il essaye de gagner des points avec un voisin pour essayer de prolonger une politique qui va être à son intérêt après. Et j'ajouterais bien sûr, Amine. Il y a de l'électoralisme parce qu'il y a un parti à l'extrême droite qui est Vox. Et aujourd'hui, aller sur le terrain de Vox pour essayer de rattraper une érosion d'un électorat qui est en train de pencher à l'extrême droite, c'est la politique du PP. Aujourd'hui, avec Feijóo, qui marche sur les pas de la présidente de la Communauté de Madrid, Díaz Ayuso, qui est la plus trumpiste des dirigeantes de son parti. Donc il est obligé de rattraper un électorat, d'autant plus que l'électorat de Sanchez est en érosion, qu'à sa gauche, il y a une énorme perte de vitesse de Sumar et de Podemos. Donc l'Espagne va pencher à droite et à l'extrême droite. Les dernières élections, notamment dans la région d'Aragon, penchent vers une coalition entre le PP et Vox. Maintenant, les sondages pour d'éventuelles élections en 2027 donneraient l'avantage aux partis d'extrême droite par rapport aux partis de centre-droit. Donc toutes ces projections font que, Álvarez est obligé de rappeler à l'ordre et de siffler la fin de la récréation au niveau de la politique étrangère. Mais vu l'histoire de l'Espagne, est-ce qu'on pourrait revoir un parti d'extrême droite au pouvoir ? Ça, évidemment, c'est une colle, une prédiction, et je ne prends pas le risque de formuler des hypothèses sur ça pour 2027. Oui. L'état des lieux aujourd'hui, c'est quoi ?
c'est un parti socialiste avec Pedro Sanchez, donc, qui a pris des décisions courageuses pour ce qui est des relations avec le Maroc, et notamment sur la question nationale. C'est extrêmement important, la position de l'Espagne. En plus, c'est un pays particulier, parce que l'Espagne a une responsabilité historique dans le processus de colonisation de l'ex-Sahara occidental. Donc la voix de l'Espagne compte. Et d'ailleurs, un symbole, les entretiens qu'il y a eu sous supervision américaine dimanche dernier, ça s'est tenu où? Ça s'est tenu à Madrid. D'ailleurs, c'est extrêmement important. Alvarez l'a dit, il accuse aussi le Parti populaire frontalement de saboter le traité d'amitié, en tout cas de tenter de saboter le traité d'amitié avec la France, de propager le faux récit selon lequel, parce que vous avez parlé de ces réunions de Madrid, selon lequel l'Algérie allait couper le gaz à l'Espagne. Alors, en complément, ceci aussi, il y a une situation électorale qui n'est pas stabilisée. Il y a une contraction de la place et du rôle du Parti socialiste au sein de son électorat traditionnel. Ça a été dit du fait de l'usure, etc. Il y a une forte poussée des partis d'extrême gauche qui a été évoquée, puis également voir ce parti d'extrême droite qui est extrêmement remuant et tonitruant. Pour ce qui est de la position du PP, du Parti populaire dans le droit du Maroc, nous avons toujours eu de gros contentieux avec ce parti. Depuis Aznar, tout le monde le sait, etc. La droite espagnole est extrêmement rétive et quasiment hostile à l'endroit du Maroc, de ses institutions, évidemment de la question nationale. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles s'est faite la récupération des provinces marocaines en 1975 sont présentes dans les mémoires de la droite. Ceci. Il y a l'embarras du Parti populaire aujourd'hui, d'où cette sortie du ministre espagnol des Affaires étrangères. Et puis il y a le fait que le PP doit tenir compte d'une évolution qui est intervenue au sein de la communauté internationale sur la question nationale. Vous pensez que le PP peut s'aligner sur cela? Il ne peut pas s'aligner, mais à marche forcée. À reculons, il est obligé de tenir compte, si c'est un parti responsable, de tenir compte de cette... un parti de droite. Oui, de tenir compte. De droite, de tenir compte aussi des intérêts économiques. De cette situation, de cette nouvelle donne géopolitique attestée par la position américaine, le soutien de l'Union européenne, de la France, de Madrid, etc., et puis de la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Et ce serait de la cohérence, d'autant plus qu'il est contre les accords entre Sanchez et les partis minoritaires indépendantistes catalans et basques. Ce serait logique de préserver le principe de l'intégrité territoriale, puisque l'Espagne aurait été menacée ou a vécu une période de trouble avec le fameux référendum avorté en Catalogne en 2010. Un référendum séparatiste. Séparatiste, tout à fait. Exact. Nous allons à présent revenir au Maroc. Il y a eu d'abord, bien sûr, ces hautes instructions de Sa Majesté le Roi pour débloquer 3 milliards de dirhams dans le cadre du fonds de lutte contre les catastrophes naturelles, dont la moitié, plus de la moitié, 1,7 milliard, seront dédiés à reconstruire, notamment les routes, mais autres facilités essentielles. À cet égard, Nizar Baraka, notre ministre de l'Équipement et de l'Eau, rappelle les efforts qui ont été déployés pour rouvrir la circulation de 124 tronçons routiers sur un total de 168 endommagés suite aux mauvaises conditions météorologiques, tandis que 44 tronçons demeurent encore coupés à ce jour. Selon Nizar Baraka, la situation nécessitait la présence des experts en première ligne et d'éviter toute interprétation politique. L'objectif est de fournir une information fiable et objective sans polémique. Beaucoup d'informations. D'abord, sur le terrain, c'est quand même important de saluer les efforts de tous les organes de l'État, soit-il de sécurité, les différentes administrations, notamment le ministère de l'Intérieur, mais aussi les autres départements qui ont veillé à ce que, d'abord, à la sûreté des citoyennes et des citoyens, mais aussi à petit, remettre ces installations-là, notamment les routes, pour désenclaver les parties qui ont été inondées. Il faut citer, parmi les acteurs intervenants, il faut citer évidemment l'État, l'appareil d'État,
ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé aussi, mais il faut citer aussi un certain nombre de corps qui sont en première ligne, les forces armées royales, la protection civile, un certain nombre d'associations, etc. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est 180 000 personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans abri, victimes de ces inondations. Sans maison, ils ont un abri. Si je peux me permettre la correction. Ils ont perdu leur abri, ils ont perdu leur abri dans des conditions exceptionnelles. Ils ont été déplacés de leur maison vers des abris qui ont été installés justement par ces... Nous ne sommes pas désaccord, mais il faut montrer l'ampleur du phénomène. Oui, 180 000. Ce n'est pas 50 personnes, c'est pas 100, c'est 180 000 personnes qui donc ont dû quitter leur ville, notamment de Centre-Ville et ailleurs, etc., pour être dans des abris. C'est là qu'intervient la politique publique et l'hommage qu'il faut rendre à cette mobilisation qui est exceptionnelle. J'ajoute qu'il y a un dispositif, on ne le dira jamais assez, un dispositif qui a été mis au point, qui a été expérimenté. Dans les situations de crise, nous avons maintenant une maîtrise de ce dossier qui fait que quand il y a une catastrophe naturelle, ça prend 2 heures pour mettre en branle tout le dispositif. Parce que c'est prêt, parce que les hôpitaux de campagne sont prêts dans les chefs-lieux des provinces, des préfectures, etc. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire de ce plan médical, ce plan organisationnel, etc. Maintenant, il faut parler quand même de la décision royale, c'est extrêmement important. C'est la réactivité, 3 milliards de dirhams. Le chef du gouvernement a acté ça sur instruction royale, 3 milliards de dirhams, répartis comment? L'aide au logement, la réhabilitation, le transport, le secours, etc. C'est quelque chose de fondamental. Je cite toujours l'exemple d'un débat qui a eu lieu à la télévision portugaise. Je zappe de temps en temps. Vous veillez. Je dirais peut-être plus. Et où le ministre concerné a été interpellé dans un débat, et on dit « Mais pourquoi le Maroc arrive à s'en sortir ?» C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, il faut le dire à nos téléspectateurs. Exact. Il faudrait peut-être souligner 2 mots. Proactivité, oui, parce qu'on a anticipé. Exact. Et réactivité au moment de l'indemnisation de ces personnes qui ont perdu momentanément leur logement et qui ont été relogées soit à travers des abris spéciaux, soit dans d'autres villes. Parce qu'on a un mode d'emploi qui a été capitalisé, affiné du fait d'un certain nombre de catastrophes naturelles. La plus dramatique, évidemment, c'est le séisme de l'Haouz du 8 septembre, vous le savez, il y a 3 ans. Pour la réactivité, oui, professeur Ben Salem. On peut dire aussi que le Maroc a bien appris la leçon de ce qui s'est passé, comme l'a dit mon collègue Al-Haouz. Donc il a réagi rapidement. Et puis je voudrais aussi souligner la communication institutionnelle. Elle s'est beaucoup améliorée par rapport au début. Donc on sent qu'il a bien appris la leçon et qu'il arrive maintenant à avoir toute une stratégie de gestion de crise à parfaire aussi, parce que on n'est pas... Oui, surtout qu'il faut apprendre peut-être aussi des pièges et des erreurs de la gestion après séisme, et notamment dans le recensement, etc. Et c'est là où Nizar Baraka... mais Nizar Baraka parle de l'objectif est de fournir une information fiable et objective sans polémique et d'éviter toute interprétation politique. Parce qu'on est en pleine année électorale, il faut le rappeler. Et que c'est des fonds qui vont être débloqués pour les populations qui ont été meurtries, sinistrées à cause des intempéries. Et là, on peut se poser quand même des questions sur la mise en œuvre et la bonne gouvernance et la transparence dans la mise en œuvre de ces hautes orientations de Sa Majesté. Professeur Ben Salem. Et il ne faut pas qu'il y ait de partis aussi qui profitent de cette situation. Il faut que la cause soit nationale et non pas pour une ambition électorale. D'où la mobilisation de l'appareil de l'État et non pas du tissu de la société civile qui pourrait être des succursales de partis politiques qui feraient de la campagne électorale avant terme. Exact. Chaque chose en son temps. Absolument. Et aussi, ça interpelle aussi sur l'implication des élus, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir conflit d'intérêts alors que la campagne va commencer dans quelques mois. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter à ces populations sinistrées qui ont été déplacées, c'est qu'elles puissent être relogées, de reprendre aussi une activité économique, qu'elle soit commerciale, agricole ou autre. Et bien sûr, nous pensons très fort à eux, à ces habitants de ces provinces déclarées sinistrées, à savoir Sidi Slimane, Sidi Qassem, Qnitra et l'Eraish. Voilà donc pour ce chapitre inondation, nous le clôturons avec donc cette citation et nous ouvrons le foot. Amin Birouk.
Ça fait combien de temps qu'on a passé cette finale de la CAN là? Pas encore un mois. 26 jours exactement. Vous les comptez. Bon, déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football. Le succès de plus de 100 matchs en un temps réduit nécessite une coordination permanente, une intelligence collective renforcée, une harmonisation étroite des infrastructures, des systèmes de transport et des dispositifs de gestion, puisqu'on a parlé de gestion de crise. Dixit Fouzel Qjal. Et c'était à l'occasion de ce forum de la CGM, Exact. organisé en coordination avec la Fédération royale marocaine de football, qui concerne la Coupe du Monde 2030, en présence du patronat espagnol et portugais. Aujourd'hui, mettre en exergue l'excellence marocaine à travers la réussite de la CAN, 52 matchs organisés dans des conditions parfaites ou plus que parfaites, des infrastructures construites par des entreprises marocaines, le sponsoring d'entreprises marocaines qui ont permis à la CAF d'avoir des dividendes beaucoup plus importantes que lors des précédentes CAN, et puis aujourd'hui, l'obligation de coordonner avec nos deux partenaires et concurrents à la fois. Sachez qu'il y a un processus qui s'ouvre. Et ce processus commence en 2026 et se termine à la fin de l'année. C'est le choix définitif des sites, villes, stades qui vont organiser la Coupe du Monde. C'est comme si on avait réussi le bac, et maintenant on passe à un concours. Et le concours veut que tu sois meilleur que tes concurrents qui sont à la fois tes partenaires. On parle en substance de la finale de la Coupe du Monde, mais bien avant d'arriver à la finale de la Coupe du Monde, le Maroc a pour obligation de maintenir les 6 villes hôtes de la Coupe du Monde qu'il a présentées dans le Big Book. Donc il faut un travail de coordination avec les autorités des villes, les wilayas et provinces de Fès, de Marrakech, d'Agadir, de Tanger, de Rabat, de Casablanca, pour avoir les meilleures infrastructures et répondre au cahier de charge de plus en plus exigeant de la FIFA. Et pour cela, il y a des investisseurs, il y a des investissements. Nous allons travailler en bonne intelligence avec les investisseurs espagnols et portugais. Il y a des opportunités pour le doing business au Maroc. Et en même temps, il y a un petit message qui est passé parce que nous aimerions aussi contribuer à la construction ou à l'aide ou à la contribution en termes d'infrastructures en Espagne ou au Portugal. Et en termes de mobilité, vous avez une Coupe du Monde qui se déroule sur 2 continents dans 3 pays qui sont limitrophes. Donc vous avez la possibilité d'assister à un match à Marrakech, et le même jour, un autre à Madrid et à Lisbonne. Donc ça suppose travailler en bonne intelligence, coordonner de façon flexible et intelligente. Et ça ne peut se faire qu'avec les meilleurs process possibles, entre Espagnols, Marocains et Portugais. Est-ce que on peut dire que la coopération risque de mieux se passer avec nos voisins du Nord que ça a été avec la CAF, par exemple? Forcément. Comment? Forcément, parce que nous avons un intérêt commun. C'est réussir la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Nous avons 101 matchs abrités. Laissons de côté les 3 qui vont servir aux festivités du centenaire en Amérique latine de la Coupe du Monde, exact. Que ce soit à Montevideo, à Asunción ou à Buenos Aires. C'est 101 matchs qu'il va falloir partager et c'est un business qui va exister. La Coupe du Monde en filigrane, c'est une compétition sportive, mais c'est également du soft power pour les 3 pays et des opportunités d'avoir les meilleures recettes touristiques et les meilleures recettes en termes d'investissement, de business, etc. Donc aujourd'hui, c'est le départ, c'est l'annonce, c'est le coup d'envoi, si vous voulez, d'un processus entre les 3 pays. Et il fallait que les patronats des 3 pays puissent se réunir pour voir l'éventualité de coopérer ensemble, d'aller main dans la main ensemble, en sachant que chaque partie également aura un agenda interne au nom de l'excellence. Oui. Nous sommes partenaires, mais en même temps concurrents. C'est un défi aussi peut-être pour le patronat marocain, qui est maintenant confronté donc à des modèles économiques et à des marchés qui ne maîtrisaient pas forcément, notamment l'Espagne et le Portugal. Oui, tout à fait, parce que ça permettra également de montrer que le patronat marocain est en train d'évoluer, notamment en termes de petites et moyennes entreprises, et qu'il a la possibilité de venir se greffer au patronat espagnol et portugais, même en termes de projets. On peut construire des stades, par exemple, où il y a un maître d'œuvre marocain, mais il peut s'appuyer sur une expertise venue de l'étranger, peut-être d'Espagne ou du Portugal. Je résume, un patronat moins rentier avec un marché moins captif, comme c'est le cas aujourd'hui, et donc un patronat ouvert à une compétition internationale. Plus dans l'investissement, dans la prise d'initiative, et moins dans la rente. Tout à fait. Cela n'engage que vous, hein. Ce que vous pensez de la CGM n'engage que vous deux. C'était une affirmation. Ah, c'était une question. Oui, merci de le préciser, c'est une affirmation qui était molle, sans beaucoup de conviction. Bon, alors en parlant de conviction, on a parlé tout à l'heure de la gestion de crise.
des leçons qui ont été retenues de la gestion du post-séisme, comment éviter de retomber dans les mêmes pièges avec ces intempéries. Quelles sont aujourd'hui, avec beaucoup de recul, 26 jours de recul, Amin Birouk, les leçons à retenir de cette CAN pour vraiment scorer le meilleur score pour l'accueil de la Coupe du Monde et la co-organisation de la Coupe du Monde aux côtés de nos voisins espagnols et portugais? Alors tout d'abord, je pense qu'on a été au top au niveau de la gestion en termes d'infrastructures. Les infrastructures marocaines ont prouvé leur excellence. C'est des entreprises marocaines, un savoir-faire marocain, qui a permis d'avoir ces stades, d'avoir ces routes, d'avoir ces hôtels, etc. Là où nous avons peut-être failli, c'est dans le storytelling, le narratif et la com. Pas dans le sens d'une com réactive, parce que nous avons été attaqués de partout par une certaine presse ou certains réseaux malveillants, qui n'avaient pas pour objectif de dénigrer la CAN, mais dénigrer le pays hôte de la CAN, dans l'optique d'une Coupe du Monde et dans l'optique de ce qui se fait au niveau du Maroc en termes de progrès social, économique et politique. Et aujourd'hui, c'est ce narratif auquel nous devons nous attaquer. Avoir une meilleure communication, plus transparente, plus efficiente, pour pouvoir mettre un terme à ces attaques, soit à travers je dirais, une présence d'organes de presse ou de journalistes ou d'influenceurs ou sur les réseaux sociaux à l'international, sur la presse internationale pour pouvoir maîtriser ce narratif. Donc ce sera cet exercice auquel il faudra s'atteler. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il a suffi qu'il y ait eu ces incidents malheureux de la finale pour que le président de la Fédération espagnole de football monte au créneau pour dire « Nous allons organiser la finale au stade Santiago Bernabéu parce que les Africains et les Marocains ont montré leurs limites en termes de gestion de crise pendant ces incidents. » Donc aujourd'hui, c'est à nous d'avoir le meilleur narratif possible, d'avoir la meilleure expertise possible en termes de communication. Mais on n'est pas aidé. Hein, raconter quand on voit notre version des faits. Notre version des faits, mais quand on voit le rendu aussi de ce jury disciplinaire de la CAF, Zamara, on peut se poser des questions. Comment on est perçu de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique? Ah ben, tout à fait. Quand on voit les aberrations, tout à fait. Mais ces aberrations fait plaisir. C'est légitime qu'un Européen, qu'il soit espagnol ou autre, se dise bon, l'Afrique, on connaît. Hein, c'est la perception du Sud. Absolument. Mais le Maroc a beau construire un narratif pour justement améliorer cette image, mais quand on a de l'autre côté une organisation, une confédération africaine de football telle que celle-ci, avec le jury, je ne juge personne. Encore moins, ce ne sont pas des juges. Hein, donc, c'est à se poser des questions aussi sur que fait l'Afrique pour améliorer cette image. Et sachez qu'il y a eu deux types de narratifs sur ce dossier. Le narratif indigné par rapport à la sentence ou aux sentences qui ont mis dos à dos l'agresseur et l'agressé, et d'autres qui se sont frottés les mains en disant voilà, nous avons atteint nos objectifs. Une certaine presse avait un certain tropisme pro-sénégalais ou anti-marocain. Elle a dit, voilà, c'est la décision la plus sage et l'application des articles de 82 et 84 n'a pas lieu d'être. Donc le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est acté, c'est le Sénégal. Et la CAF, en bon Ponce Pilate, et le président et son président particulier s'en tirent à bon compte. D'ailleurs, nous attendons énormément des décisions qui vont venir dans les prochains jours concernant le changement du code disciplinaire de la CAF, des choses, mais finalement, c'est des décisions plutôt politiques, parce que dans le droit, la position marocaine était très défendable, voire très favorable, mais on n'en a pas tenu compte. Donc aujourd'hui, c'est au Maroc de continuer à essayer de réformer la CAF de l'intérieur et de continuer à tracer son chemin, parce qu'il y a d'autres échéances qui vont venir. Et notamment le président de la CAF a beau s'indigner, mais au final, on a le résultat qu'on a. Non, au final, il s'est bien indigné, donc c'est une belle tragicomédie, mais le résultat, c'est que tout son rapport moral, lorsqu'il le présente, il est dû à l'efficience marocaine, la 4e place en Coupe du Monde, la victoire en Coupe du Monde U20, la capacité du Maroc à accueillir les grands événements, que ce soit les CAN ou les grands symposiums, ou les stages de formation des cadres, etc., etc. C'est le Maroc dans la ligne droite de la politique. Gagnant-gagnant, Sud-Sud, coopération Sud-Sud. C'est dans la ligne tracée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, que le Maroc a suivi cette voie dans le domaine du football. Donc il va falloir que la CAF puisse comprendre
qu'elle a un partenaire crédible, c'est le Maroc, et qu'il va falloir le ménager en fonction de ses intérêts qui sont justes, qui sont légitimes, et ne pas continuer à regarder ailleurs. Le message est clair. Je voudrais juste rebondir sur la stratégie communicative. Il faut savoir que quand on prépare une stratégie communicative, on la fait avant l'événement, pas simplement au fur et à mesure que les choses se passent. Et on avait remarqué qu'avant l'événement, il y avait déjà une campagne anti-marocaine, il n'y avait pas de vibe, il n'y avait pas c'était pas vraiment, on ne sentait pas que c'était l'Afrique. Donc les choses étaient bien préparées et on a été un petit peu dépassés. Donc peut-être construire dès maintenant une stratégie pour la Coupe du Monde, pour les futures coupes et même pour la visibilité du Maroc dans le continent africain. Oui, mais en parlant de visibilité, c'est-à-dire qu'il y a eu, on les a vus, il y a eu des influenceurs venus de différents pays subsahariens et qu'ils sont venus au Maroc. Bon, j'imagine que ça fait partie de la campagne de communication, donc ils sont pris en charge, etc., etc. Et puis, après la finale, on a vu la position qu'ils ont prise. À la limite, c'est... Ils ont tourné en partie le dos. C'est complètement tourné le dos. Il faut capitaliser sur ses propres influenceurs aussi. On a d'excellents influenceurs qui partent en Afrique. Et il faut revoir cela. On ne peut pas compter sur des influenceurs étrangers pour vendre l'image du Maroc. Il y a surtout ce qu'on appelle de la veille. Parce qu'il va falloir qu'on ait une veille encore plus renforcée. Plus renforcée, bien sûr. Et ensuite, à partir de cette veille, il y a des recommandations qui sont faites, des réseaux qui sont mis en place pour pouvoir porter le narratif du Maroc, et notamment pour la prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Vous savez qu'on apprend des insuffisances, on n'apprend pas des succès. Donc c'est une opportunité particulière pour tirer les leçons de ce qui n'a pas été fait en amont, que vous avez relevé à juste titre, etc., et des leçons à prévoir pour les années à venir et les autres événements. C'est un très bon stress test pour la Coupe du Monde, en tout cas, et ça nous laisse une bonne marge pour nous préparer. Et ça nous laisse d'autres événements. Ouais. Là, on se greffe je ne voulais pas dire crash, mais bon, je vais dire stress, mais bon... Mais disons qu'il y a une Coupe du Monde des clubs peut-être éventuellement en 2029, et la Coupe du Monde 2030 qui sera la ligne d'arrivée en attendant de laisser un héritage pour après. Inch'Allah. Bon, on va revenir à la politique. Bon, de toute façon, on ne sait pas comment on n'y revient pas, parce que vous avez dit que le sport, c'était de la politique avec d'autres aussi. moyens. Absolument, avec beaucoup de moyens, il faut le dire. Un nouveau candidat à la présidentielle française de 2027, il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui explique que sa décision était mûrie, que le moment était venu pour la famille politique de son parti d'indiquer aux Français un nouveau chemin axé sur l'ordre, la prospérité et la fierté française. Question simple, Retailleau saura-t-il ressusciter les Républicains? Professeur Boutaina Ben Salem. Bon, il a cette ambition-là, c'est quelqu'un de très ambitieux. Il a déjà commencé sa candidature, enfin, pas sa candidature, mais sa campagne bien avant sa candidature, quand il était ministre de l'Intérieur. Il a surfé sur toutes les positions conservatives afin d'attirer l'électorat vers lui. Il est très dur sur la question d'immigration. Il avait prôné beaucoup une politique aussi assez sévère avec l'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui a aussi une carrière politique derrière lui, qui a bien fait ses armes avant de se présenter, mais il peut séduire énormément, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé des partis de l'extrême droite et des partis de droite qui montent en Europe, parce que maintenant c'est la grande mode. Vous avez en Italie, en Hongrie, vous avez des partis même qui sont arrivés au pouvoir. Bon, lui, c'est pas l'extrême droite, c'est la droite, mais il a des positions très très conservatrices. Et comme diraient les Américains, they're doing good. Si on prend l'exemple de Mélanie, enfin, je veux dire, l'Italie aujourd'hui, économiquement, puisqu'on parle de la France, dépasse la France. Qui aurait cru, alors que c'était le mauvais élève des 27 aux côtés de la Grèce il y a à peine quelques années. Je pense que les Français sont déchirés maintenant. Ils ne savent vraiment pas, si on voit les partis de gauche, si on voit les partis de droite, c'est vraiment... Il y a un malaise politique et puis il y a une difficulté à travailler ensemble aussi. Chacun est dans ses positions, pas de concessions. Et c'est ce qui fait aussi la faiblesse de la France maintenant. C'est que la communauté politique n'arrive pas à travailler ensemble, n'arrive pas à construire ensemble. Il y a des extrêmes de partout et puis c'est éclaté. Voilà, oui. c'est éclaté.
À en voir déjà l'Assemblée nationale, je pense qu'elle cristallise cet éclatement politique en France. Moustapha Sahimi. Bruno Retailleau est l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a démissionné donc voici quelques semaines. Il est par ailleurs président d'un parti de droite, les Républicains. Oui. C'est le parti. Oui, mais que reste-t-il des Républicains? Alors justement, le parti de Nicolas c'est un Sarkozy. parti qui était extrêmement à l'étroit. Il a 50 députés. Il a 50 députés, je cite de mémoire, par rapport à une recomposition que vous avez relevée au sein de l'Assemblée nationale. Première difficulté, le capital, il est réduit, 50 députés. Deuxième difficulté, c'est que au sein de la droite, il y a plusieurs autres candidats. Vautier candidat, Wauquiez candidat, et d'autres, etc. Donc la difficulté, c'est comment la droite peut arriver à investir un candidat unique. Il est opposé, lui, à un tour de sélection, évidemment, parce que ça ne l'arrange pas. Donc nous sommes là. Troisième point, son discours, il est très droite, radical, identitaire. J'ai écouté hier ce qu'il disait quand il a fait sa présentation, son annonce de candidature. Il a dit un référendum sur la justice, essentiellement, et un autre référendum sur l'immigration. Donc il est dans un créneau de droite donc, qui est déjà occupé de la manière que l'on sait par le Rassemblement national, vous le savez, par Sarah Knafo, qui fait aujourd'hui de l'extrême droite, son parti s'appelle Reconquête, qui fait déjà 10% d'intention de vote dans les sondages. Évidemment, rien n'est joué, l'expérience montre dans la pratique française que les sondages se trompent toujours. Quand arrivent les résultats, ils se trompent toujours un an avant. Il y a les exemples de Balladur, les exemples de Fillon, etc. Donc nous sommes dans une situation de recomposition, de grands troubles. Au temps de Balladur, il y avait deux blocs, c'était le PS et tout le monde la droite républicaine. Contre Chirac, tout le monde donnait Balladur gagnant. Oui. Un an avant, je m'en souviens. Oui, mais là, il y en a beaucoup. Hein. Là, on a LFI, on a de l'autre côté le RN, et puis on a le Parti socialiste. Il y a Édouard Philippe aussi, Horizon, qui est un ancien gaulliste, tout le monde le sait, mais macronien. Il y a d'autres configurations. Et oui, donc nous sommes dans une situation qui est floue, qui n'est pas maîtrisée. On est dans une situation d'une dissolution ratée. Absolument. Et aujourd'hui, il est en train de copier le modèle Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur du temps de Chirac, sauf qu'il s'est trompé de 20 ans. Parce qu'à cette époque, il avait un électorat de droite qui ne penchait pas à l'extrême droite. Qui était homogène, qui était plutôt homogène au sein du parti de centre-droit, avec différentes sensibilités, centristes, gaullistes, gaullistes de gauche et droitières. Aujourd'hui, l'électorat de droite est au Rassemblement national. Donc s'il calque cette stratégie pour essayer de ramener quelques électeurs, il a à sa droite Éric Ciotti qui a fait scission. Et de l'autre, vous avez le CNAFO et le RN. C'est 2002, revu à droite. En 2002, Jospin a vu son électorat être disséminé par un nombre élevé de candidats. À gauche. À gauche. Taubira et Chevènement. Tout à fait. Taubira et Chevènement. Ça lui a fait rater le deuxième tour des élections. C'est 10%. Et aujourd'hui, l'impression, c'est que oser dire en 2026 qui sera élu à l'Élysée, c'est prématuré. Mais ces stratégies sont des stratégies qui sont un peu peut-être éculées. C'est-à-dire qu'elles ont 20 ans de retard, alors qu'il faudrait avoir un discours un peu moins droitier pour pouvoir récupérer un électorat de droite plus humaniste. Et puis il y a une grosse inconnue dans cette équation, le Météore de Villepin. Qui n'appartient à aucun parti. Qui n'appartient à aucun parti, mais qui est très gaulliste dans son discours. Mais il a 4% d'intention de vote. Et il n'a pas d'appareil, il n'a pas de parti. Mais qui est quand même un homme politique très intéressant. Et qui pourrait ratisser un électorat plutôt de gauche. L'élection présidentielle se gagne, exception faite de Macron. L'élection présidentielle en France se fait quand vous avez un appareil important, avec une base territoriale. Oui, mais bon, exception faite de Macron, il peut y avoir une autre exception. Peut-être qu'il a ouvert la voie. C'est difficile, parce que le marché est occupé.
C'est plein, Beaucoup. c'est trop plein. Beaucoup. Alors, on va finir par les États-Unis, par Washington, Donald Trump, puisqu'on parle d'élections, parce qu'il y a aussi d'autres élections chez l'oncle Sam. Il s'agit de ces midterms, des primaires, où se joue beaucoup par rapport même au pouvoir du président. Donald Trump qui déclarait qu'il n'accepterait pas la perte du contrôle du Congrès par les républicains qu'en cas d'élection honnête. Et nous voulons prendre le contrôle, nous devrions prendre le contrôle du vote dans au moins une quinzaine d'endroits. Les républicains devraient nationaliser le vote. Fin de citation. Professeur Ben Salem, commentaire. Alors, je pense que Donald Trump sait que les républicains dépassent de très peu les démocrates dans le Congrès et que s'il y a des midterms où il va y avoir des démocrates qui reprennent le contrôle, il aura du mal à faire passer ses politiques de budget et autres. Donc, il essaye, il veut reprendre le contrôle en nationalisant les élections, c'est-à-dire en rendant les élections centrales, alors que les élections aux États-Unis, chaque État, au fait, gère les élections. Alors, c'est anticonstitutionnel, d'abord, et ce n'est pas... En tant que politique, il a le droit de dire ça. Mais il a le droit, mais la Constitution ne lui permet pas de faire cela. Nous sommes en campagne électorale, c'est en novembre prochain, il a le droit, président en exercice, a le droit de dire ce qu'il dit. Je note avec vous, vous serez sûrement d'accord, Trump fait du Trump. Il l'a déjà fait en la fin de son premier mandat, vous vous en souvenez, où il avait dénoncé plus ce qui s'était passé au Capitole en janvier de 2021, etc. Il continue à faire du Trump et vous avez raison de relever qu'il fait d'un scrutin de mi-mandat, il en fait un scrutin national avec beaucoup d'accentuation de traits. Mais il lui faut aussi, mis à part le fait que ce n'est pas constitutionnel, juridiquement, il lui faut un certain nombre de personnes au Congrès pour faire passer cela. Oui. Il en va de son poids politique aussi. Et au sein de son propre parti, tout le monde n'est pas d'accord parce qu'ils risquent eux aussi de perdre les élections s'ils font ça. Mais comme vous l'avez bien dit, Trump est Trump. Voilà. Il a attaqué le Venezuela sans passer par le Congrès. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Ah ben ça l'a aidé du côté de son camp des républicains. Certains qui émettaient des doutes par rapport à lui ont directement applaudi son opération au Venezuela. On n'entend plus parler du Venezuela. Un mot de la fin, Amine d'ailleurs, sur ce point. Tout simplement, on est à des midterms. Et les midterms sont des élections qui peuvent déterminer ce qui se passera en 2028. Oui. Ça peut créer une tendance. Il a eu un mandat entre 2016 et 2020, il a eu un deuxième mandat. Et aujourd'hui, beaucoup de pontes du Parti républicain pensent à 2028 et aux primaires. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils ont intérêt à trop s'afficher ou à trop coller aux positions qui sont assez extrêmes du président, ou à montrer qu'ils sont un peu plus pondérés, un peu plus modérés, de façon à pouvoir obtenir le quitus d'un certain électorat qui peut tourner le dos aux républicains. Ce qui s'est passé dans certaines villes, en termes de lutte contre l'immigration, c'est un peu révolté. D'ailleurs, il a suspendu le programme ICE au Minnesota hier. Et aujourd'hui, l'électorat latino, l'électorat afro-américain sera déterminant au moment de ces midterms. C'est pour ça qu'il veut aussi centraliser, parce que c'est une manière de contrôler. Parce que les Américains, ils ont une manière, quand on se présente au vote, la pièce que vous présentez, il y a dans certains États où ils ne présentent que la signature. Exact. Donc lui, il veut quand même avoir un contrôle pour aussi écarter certaines... C'est une loi qui a été d'ailleurs mise au vote, soumise plutôt au vote cette semaine dans le Congrès. Merci beaucoup. Merci, professeur Moutaïna Ben Salem. Merci à vous. Merci, professeur Merci Rémi. Merci Amine Birouk. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir décortiquer avec nous les principaux verbatim, les principales déclarations, les mots qui ont pesé donc cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end à toutes et à tous.